Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Rébérol, diététicien nutritionniste spécialisé dans la nutrition du sport, agréé par la Société française de nutrition du sport en France. Bonjour Julien. Bonjour Arthur, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être présent. Je vais tout d'abord te demander un peu de te présenter, toi et aussi ton parcours. D'accord, alors aujourd'hui je suis diététicien nutritionniste du sport. J'exerce sur Lyon et j'exerce principalement, on va dire, je partage mon temps entre le suivi de l'équipe pro du Loup Rugby, l'équipe de rugby professionnelle qui évolue en top 14, et le centre de consultation du centre paramédical Santi où je reçois tout type de patients, tout type de sportifs. On va dire que j'adjoins à ça aussi des activités de consulting pour différents clubs, l'Asvel Basket par exemple notamment, féminin, le pôle aviron, le pôle gym, etc. Et puis j'ai aussi une activité d'enseignant en nutrition du sport au niveau universitaire, que ce soit autant au sein du DUT qui forme les futurs diététiciens qu'au sein de l'UFR STAPS. Et puis, bah, comme tu l'as dit en introduction, j'essaie depuis quelques années d'aider, comme je le peux, la Société française de nutrition du sport pour essayer de valoriser cette spécialité qui est la nutrition du sport. Et du coup, venons tout de suite au sujet de ce podcast. Donc, pour toi, un peu, quel est le rôle de la nutrition du sport et son lien avec ben, la performance sportive? C'est vrai, c'est une question qu'on peut aborder, mais qui est finalement, même pour moi, très vaste à répondre, je trouve. La nutrition du sport, on va dire que c'est tout ce qui peut permettre de mettre dans les meilleures conditions un sportif, pour d'abord qu'il soit en bonne santé, bien entendu, et également qu'il puisse être au maximum de son niveau de performance. Et la nutrition, ça reste un des piliers de la performance. Donc c'est pour moi par passion, l'une des bases de la performance et c'est très excitant puisqu'on peut accompagner le sportif autant dans son quotidien qu'autour de ses entraînements et également autour de sa performance et de ses compétitions. Et puis c'est quelque chose, si je peux te montrer quelques supports qui m'intéressent particulièrement, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant. La dernière publication de l'UEFA qui date de 2020 maintenant, qui détaille rapidement tous les champs dans lesquels peuvent intervenir des diététiciens du sport. Alors, il y a le match, l'accompagnement autour des matchs, du jour de match, de l'entraînement, l'optimisation de composition corporelle, l'adaptation au voyage, l'adaptation à l'environnement dans lequel évoluent nos sportifs, l'adaptation à leur culture, l'accompagnement lors des phases de blessure, et puis un des gros points de notre métier, parfois excessif dans certaines pratiques, d'ailleurs, l'utilisation ou pas de compléments alimentaires. Et c'est vrai que c'était intéressant pour moi de pouvoir te montrer ce support-là et pouvoir partir sur cette base-là. Et puis, par expérience maintenant, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas précisé, mais je suis diététicien maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'on voit que chez nos collègues qui évoluent pas forcément dans le monde de la nutrition du sport, souvent l'accompagnement du sportif peut effrayer les collègues qui ne sont pas dans ce milieu-là, par l'impression que le sportif en connaît déjà beaucoup sur la nutrition. Et je voulais te citer une étude qui avait été faite, je crois, en 2021 à Barcelone, qui avait été relatée par le Barça Innovation Hub. Et on demandait à des sportifs de répondre à un questionnaire de connaissances en nutrition du sport. Puis après, on leur demandait de se positionner, de se classer, d'évaluer, on va dire, leur classement. Et ce qui ressortait, tu vois, c'est que tu avais 70% des sportifs de haut niveau interrogés, de plusieurs disciplines, qui se considéraient meilleurs en nutrition du sport qu'ils le sont vraiment. Et ça nous montre bien que bah, notre rôle auprès des sportifs, c'est aussi un gros rôle d'éducation nutritionnelle et d'accompagnement. Et c'est en ça où, pour contrer les idées reçues qui sont parfois trop présentes, on peut leur donner plus d'informations, on se doit de les accompagner. Et dans les sources qu'ils avaient pour prendre des conseils nutritionnels, alors les diététiciens étaient présents, mais ce qui était assez marrant de voir dans cette étude, c'était que la première source d'information nutritionnelle restait les membres de la famille. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Puis il y avait également les kinés, les entraîneurs, Internet et certainement les réseaux sociaux. Et puis, bah, parmi les sources les moins citées, des journaux scientifiques, des livres sur le sujet. Et c'est en ça où je trouve qu'on a un rôle et c'est un challenge quotidien de pouvoir transmettre des informations nutritionnelles qui sont pertinentes et réelles, on pourrait le dire également. Et puis, il y avait un autre point, je ne sais pas si tu connais cette étude de Mitchell qui date de 2018, qui posait une question un peu provocante
Alors, je vais éclaircir mon propos quand même parce que je voudrais pas être clivant, parce qu'on travaille quand même en équipe quand on travaille dans un staff et en nutrition du sport. Là, la question était finalement, est-ce que les professionnels de l'entraînement sont suffisamment aptes à fournir un conseil nutritionnel? Et alors, bien entendu, l'étude enfonçait une porte ouverte, hein, bien sûr, sur les connaissances nutritionnelles. Les diététiciens et diététiciens du sport étaient heureusement quand même plus aptes à avoir des connaissances nutritionnelles que l'encadrement d'entraînement, on va dire. Donc ça, c'est aussi pour rappeler que on pratique, je pense, toi et moi, un des plus beaux métiers du monde, un métier qui fait que vu que tout le monde se nourrit, tout le monde s'alimente, tout le monde a une expérience ou un parcours personnel, ou en tout cas un avis, voire un témoignage personnel sur sa façon de s'alimenter. On n'opère pas des ligaments croisés tous les jours, personne n'opère des ligaments croisés tous les jours, donc c'est dur d'avoir un avis sur l'opération du ligament croisé, mais en nutrition du sport, c'est quand même assez fréquent que tout le monde se prononce un peu sur le sujet, quoi. Donc c'est quelque chose que je partage très souvent sur les réseaux sociaux, c'est ce rappel de ce qu'est un peu l'effet du Dunning-Kruger. Alors, c'est pas réellement cette forme-là qui avait l'étude qui était là-dessus, mais c'est toujours bien de se rappeler que dans un domaine dans lequel on est peu formé, on a souvent beaucoup plus confiance dans nos propos que lorsque l'on est mieux formé. Et c'est la question que posait Asker Jeukendrup dans son article. Est-ce que toute personne qui mange ou boit est un expert en nutrition? Et c'est pas forcément le cas, et malheureusement, c'est parfois ce qu'on retrouve dans le monde du sport et de la nutrition du sport. Donc voilà, être autant vecteur de messages positifs que venir contrecarrer des idées reçues, c'est, je pense, qui ressort beaucoup dans notre métier. Ça me donne l'occasion un peu de rebondir sur ce que tu viens de nous présenter. Du coup, toi, en tant que diététicien du sport, est-ce que tu recommandes les compléments alimentaires à tes sportifs et si oui, lesquels, dans quel contexte? Parce que j'ai vu que sur le diagramme, ça parlait supplémentation, peut-être déjà rappeler la différence entre compléments et suppléments alimentaires. Ouais, alors pour répondre à ta première question, est-ce que je les recommande? En fait, en restant sur l'effet du Kruger, c'est pas binaire, c'est ni oui ni non finalement. Et ben, dans justement le position statement de l'UEFA de 2020, nouveau, était employé l'expression food first philosophie. Et je pense que c'est ça qui doit quand même guider notre conseil. Finalement, et je ne peux pas te dire si je suis pour ou contre les compléments. Tout dépend du contexte, tout dépend du sportif, tout dépend de l'évaluation nutritionnelle que j'en aurais fait lors de son évaluation nutritionnelle, justement. Tout dépend du besoin qu'il aura. Et ensuite, si on va même plus loin, tout dépend euh, de l'existence ou non d'un label antidopage pour tel produit de nutrition du sport. Premier critère pour moi, avant même de regarder la composition. Dans la composition, est-ce que les ingrédients viennent de ce qu'on pourrait appeler l'evidence-based practice, c'est-à-dire est-ce qu'il y a réellement de la littérature scientifique derrière qui justifie leur utilisation? Si oui, est-ce que ça l'est vraiment dans le cas de la discipline du sportif? À nouveau, si oui, est-ce que dans le besoin de ce sportif, dans cette discipline, ça peut être intéressant? Et je me dis qu'après avoir posé toutes ces questions, là, on peut éventuellement se positionner pour ou contre un complément alimentaire. Donc, je ne vais pas te faire une réponse très franche et voilà, tout dépend de tous ces facteurs-là. En tout cas, je suis ni pour ni contre. C'est à mon sens ni un impondérable et une obligation pour accéder au plus haut niveau de performance. Donc, par contre, là, pour le coup, je peux être contre le discours qui tend à dire que sans utilisation de compléments ou de suppléments, on ne peut pas accéder à la bonne santé ou au haut niveau. Ça, j'y suis pas forcément pour. Et puis, dans d'autres cas, dans des cas spécifiques, très, très particuliers, tu vois, on va prendre un exemple un peu cliché, mais on pourrait dire une femme sportive d'un sport en intérieur qui n'a pas la peau claire et qui évolue dans des latitudes plutôt élevées et qui est carencée en vitamine D et qui serait végétarienne, là, parfois, ben, la supplémentation en vitamine D va s'imposer. Euh, je pense que ça reste des cas particuliers et je ne peux pas m'empêcher de croire également que si on devait s'en tenir qu'à la démarche scientifique du bon vieux Claude Bernard lyonnais qui a édicté cette démarche-là, si on devait s'en tenir à je teste, je supplémente, je reteste, il y a quand même très peu de nutriments, voire de micronutriments, enfin vitamines et minéraux avec lesquels on peut faire ça. Hormis la vitamine D, le fer, éventuellement B9, B12 et quelques-uns par là, j'ai du mal à
à voir en tout cas dans les pratiques de mes confrères ou de certains médecins qu'il y a vraiment cette démarche de test, supplémentation, retest. Et forcément, ça me gêne toujours un petit peu. Puis pour aller peut-être plus loin, tu me fais évoquer un point que j'évoque souvent, une petite punchline que je ressors de temps en temps. Pour moi, le terme de micronutrition, je trouve qu'il est assez galvaudé depuis plusieurs années. Je dis souvent de façon très triviale que dès que je conseille à quelqu'un de manger du boudin pour son apport en fer, ben, je suis micronutritionniste finalement. Sauf que j'ai pas vendu une seule pilule de fer, quoi. Dès que je conseille à quelqu'un de consommer des poissons gras ou des noix pour l'apport en EPA, DHA ou en ALA, enfin, en oméga 3 globalement, finalement, c'est de la micronutrition. Donc, je trouve que depuis quelques années, voire décennies, ce terme de micronutrition, il a été un peu galvaudé et finalement, il cache supplémentation. Ça laisse entendre que micronutrition égale forcément utilisation de compléments ou de supplémentation. Et finalement, un diététicien ou un diététicien du sport ou un médecin nutritionniste bien formé, en soi, il fait de la micronutrition, implicitement. Donc, je trouve que voilà, c'est difficile de te répondre sur ce positionnement-là. On pourrait parler d'énormément de compléments, si tu veux. On pourrait l'évoquer si on parle du rugby particulièrement, pour avoir des exemples, si tu le souhaites. Là, Julien, tu lances un peu un pavé dans la mare avec Peut-être, oui. les études pour devenir micronutritionniste, ce que je Oui. trouve complètement aberrant. Mais je Ah, pense je te qu'on va rejoins pas parce que, rentrer dans ce débat là aujourd'hui, sinon on va excéder le temps imparti. Donc on va se excuse-moi, ouais. reconcentrer sur ton métier de diététicien du sport en lien avec des rugbyman, si tu le veux Ok. bien. Bah, pour décrire rapidement, moi je suis diététicien du rugby du coup depuis maintenant, je crois, 7 saisons. Euh, le rôle au sein du club, si tu veux, j'interviens autant au sein, on pourrait dire, du staff médical que du staff technique, donc quand même sous la responsabilité des médecins du club. J'ai plusieurs missions qui m'ont été confiées par les médecins et l'état d'esprit du rugby sur ce sujet-là et ce qui est vraiment très sympa de travailler dans ce club, c'est que l'idée était de se dire que tout ce qui peut être mangé, bu ou consommé par les joueurs au sein du club doit être entre guillemets validé ou vu par le diététicien. Alors, la première mission qui revient, malheureusement, bon, ou pas d'ailleurs, mais c'est la mission de suivi du poids et de la composition corporelle. On a quand même souvent cette étiquette-là, les diététiciens, la perte ou le gain de poids et la perte de masse grasse ou le gain de masse musculaire. Bon, ben là, ça revient forcément, c'est à moi que revient cette tâche-là. Donc ça, c'est ce que je fais toutes les semaines pour le poids et à peu près toutes les 4 semaines pour l'évaluation de masse grasse. Là, pareil, on pourrait rentrer dans des détails, mais ça va être très long sur comment faire pour le mesurer. J'ai juste pris ces temps-là parce que justement, pour faire comprendre aux joueurs que c'est pas parce que j'ai mangé un petit peu plus de beurre hier soir que j'ai pris de la masse grasse demain matin. Voilà, il y a une certaine inertie dans cette valeur-là. La deuxième mission que j'ai au sein du club là-dessus, c'est l'accompagnement individualisé des joueurs. Alors que ce soit justement pour ces questions de composition corporelle, que pour des besoins qui leur sont propres, gérer le jour du match, optimiser leur récupération, gérer des états de fatigue, les accompagner dans des phases de blessures particulières, comme pour les commotions, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. L'une des autres missions, c'est l'élaboration des menus, des repas que les joueurs vont prendre au stade. On a la chance d'avoir un chef cuisinier qui nous est dédié spécifiquement pour les joueurs et pour le staff. Et donc, du coup, là, c'est d'essayer de pouvoir proposer des menus plaisir-performance, comme je les appelle, c'est-à-dire si c'est bon, les joueurs vont le prendre et il faut que ça réponde quand même aux exigences nutritionnelles du sport de haut niveau. Donc là, c'est vraiment tout un challenge du quotidien. Il y a l'élaboration aussi des menus qui sont pris autour des matchs à domicile, donc le repas ou la collation d'avant-match et le repas d'après-match, mais également tout ce qui est pris en déplacement. Et en fonction du déplacement, parfois ça peut être le repas de la veille du match au soir, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation d'avant-match jusqu'au match, en plusieurs repas. Et l'une des autres missions, justement, ça rejoint ta question de tout à l'heure, c'est le choix des compléments alimentaires ou des suppléments alimentaires et des produits de nutrition du sport qui vont être utilisés au club. Avec comme premier critère pour le staff médical et pour moi, l'existence d'un label antidopage. Pour nous, là, tu t'imagines qu'on est souvent démarché par des produits de nutrition du sport, par des marques de nutrition du sport. Et comme je leur dis, pour moi, le premier critère, c'est label ou pas label antidopage. Et un label antidopage, c'est pas simplement une seringue avec un panneau sans interdit que l'infographiste de la société aura mis sur le produit. C'est les labels comme la norme européenne 17444, Sport Protect en France, Inform Sport dans le monde anglo-saxon, la liste de Cologne, NSF aux États-Unis, bref. Tous ces labels qui plus ou moins garantissent
la non-présence de substances dopantes. Donc, au cours de toutes ces missions, bah, tu t'imagines qu'il y a d'actions différentes. Alors, je ne sais pas lesquelles tu souhaites détailler aujourd'hui. Bah, je pense que tu peux te concentrer peut-être sur ton rôle juste avant le match, pendant le match et après le match. Est-ce que c'est toi qui prépares les boissons d'effort? Alors, justement, maintenant, question qui pourra permettre aussi de dire dans quel cadre j'interviens. Moi, je suis pas intervenant à temps plein avec le club, comme tu l'as compris tout à l'heure, vu que j'exerce aussi dans d'autres structures. Donc, j'y suis seulement allez, plusieurs journées, demi-journées par semaine. Ça dépend des semaines et des besoins. Donc, sur les matchs, il y a des relais qui se font, soit par moi, soit par mes collègues prépa physiques qui sont vraiment mes alliés. C'est pourquoi j'en reviens, tu vois, à la remarque du début. Finalement, travailler dans un staff, c'est autant, on va dire, éduquer ou former les joueurs à aller vers l'excellence en nutrition du sport, qu'également sensibiliser les collègues du staff à la nutrition sportive, parce que ça reste nos alliés de terrain. Les préparateurs physiques, les kinés, sont ceux qui vont être au quotidien avec les joueurs. Donc sur les matchs, eux se concentrent par exemple sur les matchs à l'extérieur, comme là où aujourd'hui on enregistre lors d'un match à l'extérieur. Justement, moi j'ai fourni différentes informations. J'ai fourni un cahier des charges à l'hôtel qui reçoit les joueurs pour la collation d'avant-match. Un cahier des charges qui détaille ingrédients, quantité, technique culinaire pour chacun des items proposés lors de cette collation. Sur l'avant-match, après, il y a une partie nutrition, bon, produits de nutrition du sport, où là, j'ai donné entre guillemets, des consignes à mes collègues prépa physiques. Quoi proposer à quel moment, en quelle quantité à quel joueur. Moi, mon choix, c'est arrêté à choisir également quel type de boisson d'effort proposer et eux se chargent de les préparer. Et puis pareil pour la boisson de récupération, je te saute le match rapidement. J'ai proposé plusieurs boissons de récupération aux joueurs. Chaque joueur a aussi choisi en fonction de son goût, parce que le but est quand même une sorte d'observance, qu'il puisse la prendre le plus régulièrement possible. Donc chaque joueur a sa boisson de récupération que le staff est chargé de lui préparer après les matchs. Et sur le pendant match, il y a aussi différents suppléments qui peuvent toujours evidence-based, bien sûr, et label antidopage qu'on peut conseiller. Les plus connus et les plus utilisés, ça pourrait être par exemple l'utilisation de caféine, vu que la caféine n'est pas considérée comme un produit dopant. Je crois que tu en parlais dans différents podcasts avec d'autres intervenants, mais qu'elle peut avoir un rôle direct sur la performance. On essaie de proposer ça lorsque c'est possible pour différents joueurs, toujours avec l'existence de labels antidopage. Pour la caféine, en fait, c'est une substance surveillée par l'agence Oui, antidopage. voilà, exactement. Donc, il y a un Sauf que du coup, dosage elle est. limité. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, peut-être pour les sportifs de haut niveau qui nous écoutent. Il ne faut pas abuser de la caféine, puisque ça Ouais, peut alors, être comme un si on dopant. pouvait tempérer ça avant d'atteindre ce certain dosage, c'est quand même une énorme quantité de caféine consommée. Et tu vois, ce qui ressort beaucoup dans la littérature, tu as différentes revues de littérature. Si ça intéresse certains, vous allez sur PubMed et on peut taper c'est Astorino, je crois, les auteurs, et Schubert pour une autre. Euh, on dit que généralement, au-delà de 3 mg par kilo, on arrive déjà à avoir un effet positif sur la performance. En 3 mg kilo, pour un joueur de rugby de 100 kg, c'est simple, ça nous fait 300 mg. Seule difficulté, c'est que si on boit un expresso, c'est entre 40 et 110 mg. Donc c'est difficile d'y parvenir sans pour autant provoquer de potentiels troubles digestifs. C'est pour ça qu'il y a certains compléments qui sont tout simplement des shots de caféine qui sont existants pour pouvoir apporter cette quantité-là de caféine, quoi. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois, petit parallèle dans tout le monde des compléments alimentaires et des produits de nutrition du sport et le bullshit qui peut parfois exister. Tu as parfois dans les sports d'endurance des gels qui contiennent de la caféine et qui sont indiqués pour être soi-disant boostants. Alors j'invite chacun à regarder la quantité de caféine qu'il y a à l'intérieur. C'est grand maximum 75 mg de caféine dans le gel. Donc pour avoir un effet boostant, petit calcul mental, s'il faut 3 mg par kilo, c'est un effet boostant seulement si on fait moins de 25 kilos, quoi. Donc voilà, il faut toujours faire gaffe à l'effet marketing de l'utilisation de certains ingrédients. Ouais, non, c'est bien de le rappeler que aussi le but des compagnies, c'est de vendre leurs compléments parfois à tout prix. Mais Ouais, alors je les critique pas du tout parce qu'il y a des très très bons produits qui existent. J'ai participé moi, à l'élaboration de certains produits et il y a du bon comme du très mauvais. C'est là aussi on a un rôle d'éducation et parfois en consultation, j'ai même des sportifs et des sportifs que je ne citerai pas par confidentialité, mais de très haut niveau de la région lyonnaise
qui viennent parfois parce qu'ils sont perdus dans l'utilisation des compléments qu'on leur propose, ou parce qu'ils ont des propositions de partenariat avec telle ou telle marque et qu'ils souhaitent ne pas faire de bêtises et utiliser des compléments réellement utiles. Mais pour revenir un peu du coup aux besoins nutritionnels des rugbyman, est-ce que leurs besoins sont plus ou moins équivalents à d'autres athlètes qui jouent dans des sports d'équipe, comme des footballeurs? Ou Oui, est-ce que alors c'est un petit peu différent, pardon, pour, par exemple, je sais pas moi, les macros, donc protéines, lipides, glucides, et oui, quelques... merci à toi de le préciser. C'est vrai que je suis tellement presque au quotidien avec eux que j'en ai du mal parfois à imaginer qu'il y a d'autres sportifs. Je plaisante, mais ouais, les besoins en macronutriments. Alors déjà, il y a quelque chose qui est très sensible, c'est que le gabarit est nettement plus élevé. Donc, vu que tu sais qu'en nutrition du sport, euh, personnellement, je n'utilise pas l'estimation en calories totales. Ça reste pour moi une des aberrations du métier de diététicien que de faire de la ration à 3 calories près. Mais vu qu'on utilise plutôt la répartition des 3 macros en grammes par kilo, tu vois, nous, on a au club des poids qui s'échelonnent entre 81 kilos et 138 kilos. Donc, tu vois que forcément, déjà, en termes de gabarit, par rapport à des joueurs de foot, c'est parfois presque à minima doublé en termes de besoins. Et bien entendu, tu as le fameux classique qui est que vu que le rugby, on pourrait dire que c'est un sport de force et d'intermittence, le besoin en protéines est un peu plus élevé. On peut s'échelonner, tu vois, toujours au-dessus du fameux seuil de 1,6 g par kilo. C'est ça qui ressort majoritairement dans la biblio. Les 2 grammes, 2,5 g, ça reste assez rare. Et en termes de glucides, là, tu vois, je vois que dans les évaluations, et même tout sport confondu, on est plus souvent dans un excès d'apport protéique et très souvent dans un déficit d'apport en glucides. Les glucides ont quand même malheureusement une mauvaise image. Merci à tous nos influenceurs qui s'improvisent coach nutritionnel. Mais non, les glucides ne font pas prendre de poids. Les glucides, enfin, ils peuvent dans certains contextes, comme tous les nutriments d'ailleurs. Mais les glucides sont des réels alliés pour la qualité de sommeil, pour la récupération, pour la synthèse de masse musculaire. Donc, clairement, il y a plutôt des déficits d'apport en glucides. Et ce qu'on voit parfois chez le rugbyman, c'est je souhaite prendre du poids et gagner en masse musculaire. Finalement, j'ai déjà un apport protéique qui est plafonné, un apport glucidique qui est assez bas, mais je veux augmenter mon apport en protéines. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de les réorienter pour réorganiser leurs apports au quotidien. Et oui, bien entendu, on a des joueurs qui ont des besoins caloriques extrêmement élevés et qui parfois, avec 5 voire 6 prises, continuent malheureusement même à perdre du poids vu la charge d'entraînement. Ça arrive aussi. Ouais. Mais on a la chance, c'est le rugby, d'avoir différents morphotypes. Finalement, entre un joueur allez, première ou deuxième ligne qui aura un gabarit plutôt entre 120 130 kilos et parfois un excès de masse grasse, et un troisième ligne ou un joueur trois quarts qui a un très faible taux de masse grasse et plutôt très musculeux, c'est très très hétérogène et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'accompagnement de ces joueurs-là. Peut-être comparativement au foot où on a un morphotype très spécifique et très précis, mais c'est ça qui fait la différence. Enfin, Julien, je voulais aborder avec toi le fait que tu avais élaboré en fait un protocole commotion cérébrale. Du coup, est-ce que tu veux en toucher un mot? Ouais, bah ouais, avec plaisir. Alors moi, élaborer tout seul, c'est pas vraiment le cas quand même, hein. On va à César ce qui est à César. On a, en fait, avec le médecin du club, Romain Loursac, pour pas le citer, qui est un ancien joueur du Loup et devenu médecin du sport et médecin du club, travaille énormément sur toute la partie commotion. Et il y a quelques années, on s'est posé la question du lien qu'il pourrait y avoir entre nutrition et commotion. Donc, on a, bah, comme beaucoup de travaux qui se font dans différents clubs, je pourrais citer également Stéphane Valran de l'ASM, Clermont-Ferrand, qui travaille beaucoup sur cette problématique-là. Bah, il y a pas mal de nutriments qui ont un réel rôle dans la prévention et dans la prise en charge de la commotion cérébrale. Ça, la biblio, elle est vraiment très claire sur le sujet. C'est quand même assez bien documenté et assez bien prouvé scientifiquement, même si j'aime pas trop cette appellation-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nutriments? Les oméga 3. Après, ça reste très empirique, hein. Notre cerveau est un morceau de gras finalement, qui se nourrit de glucose principalement. Donc, les oméga 3, qui jouent autant un rôle en prévention qu'après commotion. Il y a une étude qui fait référence, qui a été faite en NFL, qui dosait une protéine, alors qui s'appelle elle aussi NFL, mais qui est un marqueur de la dégradation des cellules cérébrales, chez des joueurs de foot US qui avaient eu une supplémentation, ou en tout cas un apport en DHA à minima de 2 grammes par jour. Au cours de leur saison, il y avait une moindre augmentation de cette protéine de la dégradation cérébrale que chez ceux qui avaient eu un placebo, par exemple. C'est ça qui peut nous faire dire qu'il y a un rôle en prévention.
Qu'est-ce qui peut avoir aussi un rôle en prévention? Ben, la créatine, justement. Et là, c'est pas mal, ça rejoint ta question de tout à l'heure sur les compléments. Si on devait mettre des étoiles au niveau de preuve qu'a la créatine par rapport aux différentes allégations, ben, finalement, c'est pour la commotion où il y a le plus haut niveau de preuve documenté, à mon sens. C'est dans l'accompagnement de la commotion. Comment ça s'explique? C'est qu'il y a une crise énergétique qui se passe lorsqu'il y a une commotion. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de le détailler, mais une commotion, en 2 mots, on va dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas lors d'une imagerie, lors d'un scanner ou d'une IRM, mais il y a une dégradation des cellules cérébrales, pour faire simple, et qu'il y a des troubles fonctionnels qui y sont associés. Et donc, l'apport de créatine ben, répond à cette crise énergétique, tout comme l'apport de glucose directement après commotion. Donc, nous, on a élaboré un protocole à la base au club qui était très artisanal finalement. C'est-à-dire, dès qu'un joueur avait une commotion, des apports en glucose augmentés dès la fin du match, dès la suite de sa commotion, et puis dans les jours qui suivaient, euh, des conseils alimentaires pour augmenter l'apport en oméga 3 et en créatine, donc souvent c'était lié avec des poissons gras, euh, et également une supplémentation en créatine et en oméga 3 pour atteindre ces doses-là qui sont très élevées. On a vu aussi qu'il y avait la N-acétylcystéine qui joue un rôle, le tryptophane, la glutamine, pardon, la vitamine D. Donc en fait, il y a tous ces nutriments qui ont un rôle direct dans la récupération post-commotion. Et par la suite, nous, c'était assez compliqué parce que l'un des symptômes de la commotion, parfois, c'est d'avoir une perte de conscience, on va dire. Et donc, on cherchait à avoir un complément qui puisse fournir tout ça. Ça n'existait pas, et donc du coup, bon, on le fait fabriquer par un laboratoire qui nous fournit ce complément-là et qui existe voilà, depuis juillet et qui permet de condenser tous ces nutriments-là dans un complément. Donc là, on l'utilise vraiment à chaque fois qu'il y a une commotion et malheureusement, il y en a assez régulièrement. Et peut-être pour finir ce podcast, une dernière question. Que penses-tu du métier de diététicien en France et de toutes ces pratiques illégales non défendues? Bon, d'accord, on fasse un podcast alors pour répondre à la question. Non, je plaisante, mais ce que j'en pense, c'est que du coup, si on reste très factuel, euh, les seuls professionnels habilités à fournir un conseil nutritionnel, que ce soit dans le monde de la santé ou de la nutrition, ce sont les médecins ou les diététiciens. Des petits conseils pratiques qu'on peut donner à ceux qui vont nous écouter, quelqu'un qui va se dire seulement nutritionniste, micronutritionniste, nutrithérapeute, ou alors avec des titres fournis par des diplômes d'une célèbre école en 4 lettres, de chargé de projet en nutrition, ou expert en telle nutrition. Ça, c'est des métiers qui n'existent pas finalement. Pour faire simple, il y a médecin ou avocat, il n'y a pas coach médical et accompagnant juridique. Donc nous, c'est la même chose. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que nos sportifs sont souvent un peu perturbés par tous ces pseudo-praticiens qui pensent avoir suffisamment de formation, qui sont qui peuvent parfois être bienveillants et pas mal intentionnés, mais qui malheureusement véhiculent énormément d'idées reçues, qui peuvent aller parfois jusqu'à conduire à des troubles du comportement alimentaire chez certains sportifs et sportives qu'on peut voir en consultation. Donc clairement, l'exercice illégal du métier de diététicien, c'est un réel problème de santé publique qui n'est pas encore assez pris en considération en France. Et moi, président, comme disait un certain candidat il y a quelques années, ça ferait longtemps que toutes ces écoles qui forment à l'exercice illégal et tous ces praticiens illégaux seraient fermés, sanctionnés ou condamnés. Donc c'est un vœu pieux qui existera peut-être un jour, mais le conseil à donner, c'est peut-être faites attention à qui vous donne un conseil. Et c'est toujours voir si c'est un réel professionnel de santé qui a un bagage suffisant pour pouvoir vous accompagner. Et puis, est-ce qu'il a une parole qui est neutre et objective et pas forcément dictée par un dogme qui va aller dans le sens du praticien. Donc, entourez-vous des diététiciens. En France, c'est très simple. Demandez le numéro ADELI du praticien. S'il ne l'a pas, c'est qu'il n'est pas professionnel de santé, qu'il n'est pas apte à vous accompagner, tout simplement. Et du coup, que penses-tu un peu des influenceurs qui se disent coach en nutrition? Moi, c'est la même chose. Je les mets dans le même panier. Et finalement, c'est des gens qui profitent de la mode de la nutrition pour pouvoir donner des messages qui sont souvent très faux. Et il y a parfois du très bon. C'est toujours le problème de la fake news, c'est qu'il va y avoir un bon conseil, mais 10 conseils qui vont conduire à des pratiques dangereuses. C'est le même problème avec les praticiens de naturopathie qui sont pas du tout contrôlés et qui, voilà, un bon conseil et 10 conseils dangereux, malheureusement. Donc, influenceurs, il faut voir qui influence. Il peut y avoir des diététiciens, très bons influenceurs, mais malheureusement, les diététiciens, ils sont plus souvent au travail qu'en train de faire des vidéos sur Instagram. Eh bien,
tu me permets de faire la transition avec le prochain podcast, vu que j'aurai la chance d'interviewer Benoît Diane, qui est un peu influenceur diététicien. En tout cas, Julien, je te remercie pour ton temps et je te souhaite C'était un une bonne plaisir. journée. Au Merci à revoir. toi. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout en ma compagnie et celle de Julien Rébérol. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et également à vous abonner à mon podcast donc sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, etc. Comme je l'ai annoncé, le prochain podcast se déroulera avec Benoît Diane, un autre diététicien nutritionniste, cette fois-ci un nutritionniste des Hauts-de-France. Donc j'aurai la chance de pouvoir enregistrer le podcast en direct live. Ce sera une première pour moi et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye.